Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette troisième table ronde. Je vais être assez bref avant de céder la parole à Patricia Petit qui va co-animer cette table ronde avec moi. Je remercie évidemment Jacques, Gilbert, Jean-Marie, Barbara et Nordine qui se présenteront au fur et à mesure de cette table ronde. Mais le thème de cette table ronde, c'est les stratégies que les collectivités essayent de mettre en œuvre par rapport à cette problématique du logement dont nous parlons depuis ce matin. Et donc, on va essayer jusqu'à 16 heures de faire un peu le point sur ce que peuvent les collectivités, et plus que ce qu'elles peuvent, ce qu'elles font déjà, mais comment elles envisagent l'avenir de leur stratégie en matière de logement pour permettre de faire face au vieillissement, d'accueillir des jeunes, enfin tout ce dont on a parlé ce matin dans une démarche plus du côté des filières. Vous l'avez vu sur la deuxième table ronde, on était du côté un peu de la production, du bâtiment, de comment réhabiliter, comment construire du neuf, comment faire face aux différentes problématiques de hausse des coûts de la construction. En tout début de matinée, on était plutôt sur un point sur les besoins économiques avec le représentant d'Orano, le directeur commercial d'Orano qui était là. Non, la personne en charge des ressources humaines à Orano. Et donc, nous, cet après-midi, on va voir un petit peu les témoignages des maires et également de Nordine qui représente l'agglomération du Cotentin. Mais je laisse Patricia immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Merci d'être là samedi après-midi. Bonjour à toutes et à toutes. Donc Patricia Petit, je suis directrice de Presqu'île Habitat. On m'a demandé de co-animer avec Ralph cet après-midi cette table ronde sur des stratégies territoriales volontarisme à mettre en place. On l'a entendu ce matin, c'est relever des défis, travailler ensemble. Donc là, ça va être un relevé. Par contre, travailler aussi sur des outils existants, puisqu'en fait, les élus sont là depuis des années et ils ont déjà travaillé. C'est déjà de se dire, faire un retour d'expérience qui a été fait sur vos territoires. Peut-être vous présenter quand même, je présente tout le monde, Monsieur Jacques Coquelin, qui est premier vice-président du Cotentin en charge des grands projets des politiques des santé et maire de Valognes, commune située au cœur du Cotentin, parce qu'on va aller sur le département de la Manche quand même cet après-midi. Monsieur Gilbert Doucet, maire de Saint-Valahougue, commune située sur le littoral est du Cotentin. Monsieur Jean-Marie Vaugilac, maire adjoint en charge du cadre de vie, du logement et des travaux de la ville de Granville, donc situé vraiment dans le sud du Cotentin cette fois. Monsieur le Raph Lojomtel, le conseiller délégué du Cotentin en charge de l'urbanisme et de l'habitat. J'ai fait un peu plus court en fait que le titre. L'Action Cœur de Ville et du PLI de la ville de Cherbourg. Madame Barbara Tesserac, architecte conseil de la ville de Cherbourg en Cotentin. Et Monsieur Nouradine Bousselman, 15e vice-président du Cotentin en charge de l'urbanisme et de la stratégie foncière et de la politique de la ville. Donc, en fait, pour reprendre un peu le contexte de cette table ronde, juste redéfinir. Donc, les territoires littoraux font face à des enjeux spécifiques en matière de logement, liés à la fois à l'attractivité, à leur vulnérabilité environnementale et aux dynamismes socio-économiques qui les traversent. Dans le département de la Manche, ces enjeux sont exacerbés du fait de la physionomie du département, puisqu'on a un territoire quand même où il y a 355 km de côte. Au niveau du littoral, c'est un important aussi vis-à-vis de la loi. Et son dynamisme économique lié au tourisme est aussi et surtout lié au développement industriel. On en a beaucoup parlé ce matin avec les nouveaux arrivants qu'on va avoir sur le territoire. Je m'excuse. Reprendre l'activité économique, je voulais juste vous la remettre un petit peu en détail. Au niveau de la Manche, plus 0,5% de salariés sur un an. On est plutôt sur 43% de services, l'industrie 28%, le commerce 18% et la construction 11%. Sur le Cotentin, plus 1,3% en fait de salariés sur un an. On est plutôt sur 44% de services et 33% sur l'industrie. Mais Monsieur le maire en a beaucoup parlé ce matin. On est un territoire très industriel au bout de la Manche. Commerce 14%. Et Granville, on est plus 0,1 sur un an, mais 47% sur les services. Donc on n'est pas du tout sur le même territoire. Des taux de chômage très bas, puisqu'au niveau de la Manche, on a 5,3, le Cotentin 5,3 et Granville 6,4. Dans le même temps, on en a parlé ce matin, le desserrement des ménages et le vieillissement de la population induisent de mettre en œuvre des politiques d'adaptation du patrimoine pour répondre aux nouveaux besoins des populations dans une période de baisse démographique. Il faut qu'on pense à l'avenir, mais il faut qu'on pense aussi à nos habitants. Donc en fait, le desserrement aussi va demander beaucoup plus de logements. Il va falloir qu'on arrive à construire du logement de petite taille et de grande taille pour ceux qui arrivent.
Juste dans ce contexte, en fait, évidemment, les communes du département doivent faire face à de nombreux enjeux et développer de nouvelles stratégies territoriales en matière de logement. Juste pour rappeler, les politiques territoriales en matière de logement visent à organiser l'aménagement et l'utilisation des espaces urbains et ruraux, tout en répondant aux besoins des logements de la population. Elles visent à assurer une offre de logement suffisante, abordable et adaptée aux diverses populations, tout en prenant en compte les spécificités locales, puisqu'on va s'apercevoir qu'entre grandes villes et déjà la Sierre du Cotentin et les petites villes sur le littoral, on n'a pas les mêmes spécificités. Donc il va falloir qu'on arrive à adapter tout ça. Les enjeux que vous devez faire face, je voulais juste vous les rappeler, mais je pense que vous les connaissez très bien. C'est une tension entre l'attractivité touristique et le logement local. Je pense que la personne, pas monsieur le maire, mais vice-adjoint au logement va pouvoir nous redonner quelques informations. L'inflation sur le prix de l'immobilier, on l'a bien vu ce matin, ça commence à arriver aussi sur Cherbourg, puisque ça devient compliqué. J'entendais ce matin, c'était où à Caen, 10 000 € le mètre carré sur Caen. Autant vous dire que c'est pas simple de pouvoir acheter. Une pénurie de logements, évidemment, pour les locaux. Augmentation des résidences secondaires sur Granville. On voit énormément de résidences secondaires. La ligne Granville-Paris aussi a accentué aussi les résidences secondaires. Et puis, un autre enjeu majeur, c'est la difficulté à garantir une mixité sociale dans les territoires. On l'a vu ce matin avec le géographe de Caen qui nous mettait la distance en fait sur la population qui s'écartait des centres-villes pour pouvoir accéder à un logement, mais des problématiques de pouvoir d'achat aussi en fait des habitants. Sur Cherbourg, c'est pas le cas puisqu'en fait les politiques locales avaient vraiment travaillé dessus. Je crois qu'on a plus de 35% de logements sociaux, donc on n'est pas du tout dans la même difficulté, mais il faut l'avoir en tête. Le troisième enjeu que vous avez à faire face, c'est la nécessité de lutter contre l'étalement urbain pour la préservation des espaces naturels. Réduction des espaces naturels, on a parlé ce midi, zéro artificialisation nette, donc il faut bien qu'on y travaille. Il faut qu'on protège notre écosystème qui est fragile au niveau des dunes et faire très attention à ça. Et une forte pression sur les ressources. Donc là, il va falloir qu'on puisse travailler là-dessus. Quatrième enjeu, un besoin urgent de s'adapter au changement climatique. On ne peut pas non plus l'oublier. Il faut qu'on soit attentif à notre planète. Donc, ça veut dire qu'il faut construire et qu'on fasse très attention à nos ressources. Cinquième enjeu, évidemment, réhabiliter et restructurer le bâti. On ne peut pas reconstruire, on doit retravailler le bâti. Surévaluation, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut juste aussi avoir en tête, emmener des bâtiments à plus de 100 ou 150 ans. Je ne sais pas si on pourra le faire très longtemps. Donc, voilà. Face à ces constats, évidemment, on va être comment répondre de manière globale et cohérente à ces besoins multiples en termes de logement. Vous allez peut-être pouvoir nous répondre tout à l'heure. Jusqu'où aller dans la logique de segmentation des offres privées et publiques, puisqu'en fait, il faut construire pour tout le monde. On va dans le privé et dans le public. Quelle part on doit donner à chaque personne? Donc, au travers de cette table ronde, l'objectif est de partager les expériences de bonnes pratiques des différentes collectivités en première ligne. Donc voilà, ma première question, c'est quels sont selon vous et en quelques mots les principaux défis auxquels vos territoires font face dans la mise en œuvre de stratégies de logement efficaces? J'ai peut-être laissé monsieur le maire de Saint-Val-à-Hougue répondre. Bonjour à tous. Oui, nous avons été, comme l'ensemble des communes, je pense, du département et de France, confrontés à cette difficile équation de répondre à toutes ces contraintes naissantes et à venir, et pour ma part, en tous les cas, au déclin de la population dans ma commune, puisque sur 10 ans, la commune avait perdu environ 500 habitants, donc ce qui est quand même très significatif. On était donc arrivé à 1700, 1800 habitants, avec toutes les conséquences que chacun peut imaginer sur l'emploi, les commerces, les écoles surtout. Et puis, autre impact qui est peut-être un peu plus terre à terre, mais pécunier, puisque la DGF est proportionnelle au nombre d'habitants, donc une perte aussi de DGF qui était aussi significative. Donc voilà, donc on était parti de ce constat-là, en cherchant à trouver des solutions pour relancer des programmes pour l'habitat, et pour l'habitat dédié à nos jeunes, puisque dans ce constat, dans les 500 habitants perdus, on constatait que très très peu d'enfants de la population historique de Saint-Va, finalement, pouvaient réussir à rester sur Saint-Va, la plupart étant obligés de s'expatrier, c'est un grand mot, mais en tous les cas de quitter Saint-Va pour aller dans des communes avoisinantes,
où le prix de l'immobilier, que ce soit en achat de terrain, en construction ou même en location, était beaucoup moins élevé. Donc l'équation était pas simple, surtout qu'on voulait vraiment cibler cette population-là et que dans les critères légaux d'attribution, de sélection, de mise à vente de logements, que ce soit par des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux, certaines impositions qu'on souhaitait voir intégrées ne semblaient pas très légales et donc pas possibles. Donc il a fallu qu'on cherche comment on pouvait essayer de trouver ou des partenaires. On n'a pas trouvé. Donc on est parti sur le fait de faire nous-mêmes. Et il se trouvait qu'on avait un reliquat de 5 parcelles qui appartenaient à la commune et donc qui pouvaient être construites. Et donc on s'est dit, bah, peut-être puisqu'ils nous appartiennent, on les a déjà payés, peut-être qu'on peut effectivement nous les vendre à un prix très attractif. Hein. Donc là on est à peu près à la moitié du prix du marché sur Saint-Va, en contrepartie de certaines impositions. Est-ce que ça, c'est légal? Et évidemment, on s'est renseigné auprès de juristes, auprès d'urbanisme et des services de l'État aussi. Et on a trouvé une proposition, un cahier des charges d'attribution qui était recevable, puisqu'il mettait en équilibre le montant de la faveur accordée par la commune avec ce tarif au mètre carré très préférentiel et les impositions ou les contraintes qui étaient associées dans notre cahier des charges. Donc aujourd'hui, on avait 5 parcelles qu'on a mis donc en vente hein, avec ces fameux critères de sélection, donc en fait qui sont pas très très nombreux, mais il fallait aussi qu'il y en ait suffisamment pour que via un facteur de points, on puisse faire un classement des offres, sélectionner les gens et éviter, parce que ça c'est toujours un crève-cœur après d'avoir à choisir, d'éviter les ex-aequo et donc d'arriver à des tirages au sort ou des modes un peu de sélection un peu plus aléatoires qui n'ont pas vraiment de sens, si ce n'est le fait de trouver quand même un gagnant. Donc nous, c'est simple, on voulait uniquement des résidences principales, donc les candidats devaient s'engager à faire une résidence principale et avoir aussi, parce que on avait été un petit peu échaudés, peut-être certains d'entre vous aussi, sur des gens qui avaient rêvé pouvoir et qui, malheureusement, encore une fois, matériellement, quand il fallait obtenir de la banque l'accord sur les prêts pour acheter et pour construire derrière, avec les différents cycles de vie des cours de l'argent actuellement et des taux d'intérêt, etc., se retrouvaient finalement dans une impasse et ne pouvaient pas construire. Donc, comme on avait que 5 terrains, on ne pouvait pas s'engager sur un cycle qui aurait été trop long avec des gens qui s'engagent, qui se désengagent, etc. Donc, on a mis ce critère, ces 2 critères, donc résidence principale et avoir un accord de banque. Après, être primo-accédant, puisque c'était l'objectif. Hein. Donc, ça a une définition qui est bien claire, qui est légale, hein, du primo-accédant. Des revenus qui soient conformes au PSLA, hein, comme beaucoup de logements, donc en fonction de la typologie du foyer concerné, résider de la commune de Saint-Va ou du pôle de proximité, travailler dans la commune de Saint-Va ou du pôle de proximité, et que le foyer soit composé d'une famille avec enfants, avec l'engagement de scolariser les enfants dans un établissement scolaire de Saint-Va. Donc, en fonction de l'ensemble de ces critères, un certain nombre de points est attribué qui permet de sélectionner le premier. Hein. Et donc, on avait 5 terrains. Et aujourd'hui, bon, on n'a pas pris forcément la meilleure période puisqu'on a lancé ça début d'été. On avait 5 terrains. Aujourd'hui, on a 3 candidats qui ont donné des dossiers, donc d'où la sélection précise qu'on avait exigée, qui sont tout à fait recevables et donc qui vont avoir à choisir sur les 3 premiers terrains. On prolonge l'opération puisqu'il nous en reste 2, parce que je pense que pendant l'été, je pense que c'est les organismes bancaires qui ont dû avoir des difficultés à étudier et à fournir les accords sur les prêts, puisque c'était une condition impérative pour que le dossier soit même examiné. Donc voilà, c'est une première. Si on arrive à vendre
dans le contexte qu'on est prévu, ces 5 premiers lots, on envisagera cette fois-ci d'acquérir, puisque là on n'en a plus à nous, d'acquérir d'autres parcelles ou d'autres terrains qui seront urbanisables prochainement, et puis renouveler donc l'opération. Donc en fait, là, l'idée, c'était de travailler sur le foncier que vous êtes propriétaire pour amener les primo-accidents, travailler sur leur pouvoir d'achat pour les rapprocher en fait de leur lieu de travail. Donc en fait, c'est vraiment toute une stratégie territoriale que les élus peuvent avoir. Je vais peut-être interroger monsieur Jacques Coquelin pour avoir votre retour sur votre territoire. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la problématique est un peu différente sur Valognes par rapport à Saint-Valahougue, parce que nous n'avons pas la problématique touristique, bien évidemment, mais nous avons la problématique générale du Cotentin, à savoir une dynamique économique qui n'est pas, enfin, ou du moins la partie démographique n'est pas encore en cohérence avec notre développement économique. Et donc, il nous faut répondre à cette nouveauté en accueillant des familles avec enfants, notamment des jeunes. Et il nous faut aussi accueillir des travailleurs qui travaillent sur l'ensemble du Cotentin. Et puis, il nous faut aussi faire face à une nouvelle donne. C'est que des personnes qui vivaient en milieu rural jusqu'à leur retraite veulent gagner une commune comme la nôtre, qui est un pôle de proximité, mais un pôle de centralité surtout, avec des équipements qui peuvent leur permettre de mieux vivre leur retraite. Donc voilà, donc, nous avons procédé de la manière suivante, c'est qu'en 2013, parce que je crois qu'il faut le maître mot dans ce domaine, c'est l'anticipation, vraiment. Anticipé. Dès 2013, nous avons fait une étude des ateliers du territoire avec les services de l'État notamment, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une possibilité sur Valognes d'étendre la commune à l'ouest. Donc, il est nécessaire aussi d'avoir des équipements. Et c'est là d'ailleurs qu'a été construit le centre aquatique, les bains du Cotentin. C'est là où sera construit un groupe scolaire par la ville de Valognes, et c'est là où sera construit également le centre de secours, enfin le centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers. Et donc, ces terrains qui représentent à peu près 8 hectares, les terrains restants, vont nous permettre d'avoir un programme de logements sociaux, des logements en accession à la propriété pour répondre à la problématique je parlais d'accueillir des familles, des jeunes familles avec enfants, et puis des résidences pour des personnes plus âgées. Et puis on va même faire pour la première fois sur Valognes un écoquartier dans cette zone du Grand Saint-Lin. Autre problématique aussi, c'est les personnes âgées. Et donc il faut répondre à cette difficulté. Alors, il n'y a pas que la résidence autonomie et l'EHPAD, il y a entre les deux des possibilités. Nous avons nous avons été facilitateurs pour avoir un béguinage solidaire. Alors, le béguinage solidaire, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas sur notre territoire. Je dirais même qu'en France, il y en a très peu. Je crois même qu'on est un des premiers dans le Grand Ouest, en tous les cas, en béguinage solidaire. Et le béguinage, c'est quoi? C'est des logements c'est surtout une façon de vivre pour les personnes qui sont vieillissantes et qui, quand on dit solidaire, c'est que chacun fait attention à l'autre et puis il y a une présence bienveillante. Donc on a maintenant, je crois que c'est une trentaine de logements proche de la gare, proche aussi des installations comme l'Hôtel-Dieu, des équipements comme l'Hôtel-Dieu qui leur permettent aussi d'avoir accès à la culture. Et il faut qu'on soit aussi facilitateur en ce qui concerne la vie associative et que ces personnes vieillissantes puissent avoir accès justement aussi à la culture. Voilà donc les problématiques que nous rencontrons, hein, que les jeunes, les moins jeunes et puis les personnes âgées.
Et donc, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de répondre à l'ensemble de ces problèmes. Merci. On reviendra un peu plus après sur le béguinage pour nous expliquer un peu plus en profondeur quand même. Je vais laisser la parole à Monsieur Vaugilac sur le territoire de Granville. Merci. Merci de me donner la possibilité de parler un peu de Granville. Je vais sûrement oublier des choses, je m'en excuse tout de suite auprès de vous. Ce que je souhaitais dans un premier temps, c'est de vous décrire très rapidement un peu la situation au regard notamment du logement social. Granville, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. 13 000 habitants et l'intercommunalité 45 000. Un taux de chômage bas, comme ça a été, bas quand même, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Et la présence donc de 3 bailleurs. L'histoire, enfin la problématique du logement, elle date à Granville, puisque dans les années 50, la société HLM Coutances Granville, et Granville est actionnaire de cette SA, Société Anonyme, j'en suis moi-même administrateur, a développé donc des actions importantes en matière de construction de logements sociaux. Et par son action, l'ASA a marqué Granville par déjà, alors non seulement, je rappelle, tout le monde situe le quartier Saint-Nicolas, dans les années 60, qui a vu la construction de 700-800 logements sociaux avec l'ASA Coutances Granville et Manche Habitat. Et déjà cette société a travaillé sur la recherche de réhabilitation ou de construction de logements sociaux dans le centre-ville. C'est ainsi que nous disposons, si vous connaissez Granville, le Courgeonville, la rue Clément des Maisons qui est à proximité. Nous avons un immeuble qui a 15 logements et où malheureusement, il n'y a pas de taux de rotation, pas de personne ne bouge. C'est aussi dans la rue Couret. L'ancienne gendarmerie a été réhabilitée et on a construit un ensemble un peu plus important dans les années 80, puisqu'on a une bonne cinquantaine de logements au 133 rue Couret. Voilà, je souhaitais souligner ça parce que aussi, je dirais que c'est cette société et pas, c'est pas un reproche, hein, sûrement pas, ayant travaillé moi-même à Manche Habitat, on a laissé cette société donc travailler sur le sujet. Je rappelle aussi, j'ai appris ce matin qu'il y avait un projet de foyer de jeunes travailleurs sur Cherbourg. On dispose de 2 foyers de jeunes travailleurs. 2 foyers de jeunes travailleurs sur Balogne. Sur la Hague. Il y en a un sur Balogne. Très bien. 2 à Cherbourg et un foyer associatif. Voilà. Et il y a un projet à Beaumont, d'accord. Et donc on a 2 foyers de jeunes travailleurs et on a construit dans le dernier mandat 3 foyers soleil avec Manche Habitat, Bréal, Villedieu-les-Poils, La Épinel. Donc là aussi, vous voyez qu'on avait déjà un peu posé ces bases de l'accueil pour des jeunes travailleurs et une autre partie de la population. Manche Habitat, c'est 73 logements, donc établis dans le quartier Saint-Nicolas. La question qui est juste posée, oui, pardon. Le foyer soleil. Oui. Alors, le foyer soleil, ça dépend du foyer de jeunes travailleurs de Granville. Il y a la petite distance à parcourir, mais c'est pour répondre aux besoins très locaux, des problématiques d'hébergement des jeunes apprentis notamment. Et l'ensemble des 3 foyers est complet. Sur Granville,
La demande est importante, ce n'est pas un scoop. Je ne prends que les premières demandes, je ne parle pas des échanges de logements en interne, ce qu'on appelle aujourd'hui les mutations, puisque nous sommes à 1000 demandes. Je dispose en moyenne par semaine entre 3 et 6 logements qui sont remis en location pour les remettre en proposition. Voilà un petit peu la problématique. Donc le marché, vous pensez bien, le marché immobilier de Granville subit une forte pression qui a valu donc son classement, comme vous le savez, en zone tendue courant 2023. Cette pression se manifeste par une envolée des prix moyens constatés au mètre carré. En 5 ans, on est à plus 52% pour les appartements et 56% pour les maisons, les appartements. Nous subissons donc une véritable saturation du parc social et l'éviction des ménages ressortissants de ces logements. Alors, l'attractivité de Granville, non, on est un territoire, j'ai retenu ce que disait monsieur le maire ce matin, on est un territoire très hospitalier. Et donc, la commune et sa périphérie accueillent donc de nombreuses résidences secondaires, voire l'installation de bon nombre de retraités à fort pouvoir d'achat, mais aussi, depuis quelques années, se multiplient les investissements dans les locations de courte durée. Et c'est là que la première action donc, a été engagée au niveau à la fois de la ville de Granville et de l'intercommunalité pour mettre en place un dispositif pour essayer donc de stopper cette montée en charge. Je rappelle que sur Granville, on a plus de 2200 résidences secondaires. Et 2200 résidences secondaires avec un pourcentage extrêmement important, puisque de mémoire, où je l'ai inscrit, on est à 21%, alors que la moyenne régionale est de 9%. Alors, sur ce dispositif-là, concrètement, donc, il s'agit de collecter donc l'ensemble des informations pour que les propriétaires d'appartements qui sont dans un dispositif de location se déclarent. Ce qui a été fait, puisque on recense aujourd'hui 511 logements sont enregistrés. Donc, ce sont depuis la mise en place du dispositif, à savoir en fin d'année dernière, nous avons donc recensé 511 logements loués en location de courte durée sont enregistrés sur Granville. À ce jour, 113 changements d'usage validés, une soixantaine en cours de traitement. Donc, il y a un travail de contrôle qui reste à faire et de vérification. Il doit faire l'objet d'une demande de changement d'usage. Après une année de souplesse, on a démarré ce dispositif, oui, de manière souple et conviviale. Il va maintenant falloir aller vers les propriétaires et les rappeler donc à leur obligation. Sur ce qui s'est, je ne l'ai pas, moi, participé pleinement à la mise en place de ce dispositif. Il était plutôt porté par GTM. Je dirais que ça s'est relativement bien passé. Bon, maintenant, on va passer dans cette phase un peu plus active que je viens de vous décrire. Et bon, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Après, ce qu'il faudra, c'est qu'effectivement, on adopte un règlement beaucoup plus définitif. Vous savez que la ville de Saint-Malo a engagé ce type aussi
d'intervention et ils attendent un peu le retour de recours qui ont été exprimés. Voilà sur ce point. L'autre point qu'on a aussi développé, c'est comme les autres communes du canton, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et là, on s'est mis d'accord avec les maires de ces communes, Donville, Saint-Père, Yclon, et on a adopté le maximum, soit 60%. Bah, écoutez, ça ne s'est pas trop mal passé. Bon, ça a valu quelques coups de téléphone parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils prenaient leur feuille d'imposition en bas de la ligne et qu'on multipliait par 60%. Donc on les a rassurés en leur disant que c'est uniquement sur la part communale. Et je dirais que dans l'ensemble, ça c'est aussi... c'est pas fini, on aura encore des coups de téléphone. Mais globalement, ça s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et, alors je n'ai pas le chiffre, on a aussi donc enregistré quelques changements d'usage sur ce dispositif-là. Voilà. Après, on rencontre aussi des administrés qui disent bah, écoutez, je vais réfléchir, je crois que je vais venir vivre à Granville. Enfin, mais écoutez, pourquoi pas, il fait bon vivre à Granville. Donc voilà, c'est la deuxième mesure donc, qui a été engagée. Moi, j'étais un peu surpris. Savez-vous combien ça produit à la ville? C'est quand même 700 000 €. Hein, ouais, j'étais surpris, moi, du total. Ouais, voilà. Voilà sur ces deux premières mesures très, très essentielles. Une mesure qui a été développée par GTM, c'est aussi un dispositif sur les logements vacants, avec le fichier LEVAC. Là aussi, donc, on est parti d'un chiffre très haut de logements vacants qui nous ont fait peur sur Granville, 800. Mais on est parti sur un fichier de la DGFiP. Non. On est à 200 logements vacants sur Granville. Et donc, GTM engage donc toute une campagne annuelle chaque année. Là, on va être sur la deuxième, où effectivement, on va aussi, nous, essayer de peser un petit peu, dans la mesure où on aura, bien sûr, le fichier avec les propriétaires et d'essayer aussi également d'être dans le circuit et de rentrer en contact avec ces propriétaires. Alors, je voudrais faire un parallèle par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui sur Granville. On a continué, bien sûr, à travailler sur les projets qui sont nombreux puisqu'on va livrer sur ce qu'on a prévu et l'aide à la pierre est accordée, 500 logements. Alors, je vais commencer par une opération un petit peu atypique qui fait suite à une opération sur laquelle j'ai participé il y a quelques années, comme quoi la politique logement, ça faut partir de loin. Et ce matin, je crois que monsieur le maire de Cherbourg disait c'est sur le long terme. On a fermé 3 groupes scolaires. Le premier en plein cœur du quartier Saint-Nicolas, Pierre et Marie Curie. La maternelle, puis après le primaire. On a fermé l'école du Saucé. C'était une école en périphérie, sur la route de Villieu, que l'on a transformée parce que on a été très courageux à l'époque. Ça faisait partie d'une... Moi, j'étais d'ailleurs directeur du CCAS à l'époque. Et on a pu fermer et rééquilibrer les autres groupes scolaires, ce que l'on a réussi. Mais malheureusement, on en a fermé un troisième, enfin, on en a fermé Jean Massé, pour faire une école neuve en plein quartier. Cette école neuve, elle a 6 ans. Et sur le site de Jean Massé, nous avons donc eu recours à un promoteur privé sur lequel nous allons construire 90 logements, dont 16 logements sociaux. Sur les 90 logements, nous avons
des appartements à prix maîtrisé. Alors, vous allez me dire, la notion n'existe pas, mais on a trouvé un prix au mètre carré qui sera quand même plus abordable. Et un prix au marché, sur lequel on s'est mis d'accord donc concrètement avec Cogedim. Donc l'affaire est engagée. C'est la Rance, je n'ai pas cité la Rance tout à l'heure, je m'en excuse, c'est la Rance qui achètera en VFA les 8 logements sociaux, plus les autres appartements dans les 4 unités que constitue ce secteur-là. Ce quartier-là, il est vraiment très central. Jean Massé, pour ceux qui connaissent un petit peu il est près du siège de GTM. Donc voilà, ça c'est un projet. Alors bien sûr, on a vendu le terrain aux promoteurs, ce qui donne aussi au passage une recette pour la commune. Dans le cadre aussi de notre toujours politique d'investissement, dès le début du mandat, on a souhaité travailler sur une MARPA. Et puis finalement, la MARPA s'est transformée en foyer intergénérationnel. 65 logements. Donc ça y est, c'est parti. On a pris un peu de retard. C'est Manche Habitat qui va construire. Et ça, c'est sur le site d'une structure petite enfance qui a été aujourd'hui transférée à l'intercommunalité. Et donc, le chantier est ouvert. Et avant la fin du mandat, on aura 65 logements en plus. Donc, vous voyez, 90, 65. Et puis, je vais pas vous les développer. On a une centaine de logements qui vont nous être livrés par l'ASA. La première, c'est sur le site de l'ancien hôpital. Tout le monde voit le site de l'ancien hôpital, au LUD. On a 65 logements sur 2 blocs. 30 logements rue Barbé d'Aurevilly. 14 logements rue des Écoles. Et un projet avec sur le dispositif du bail réel solidaire, rue de la Fontaine, sur une trentaine de logements. Cela, les dernières pierres n'est pas encore apporté. Les autres, c'est réglé. Voilà, alors, je suis un adjoint au logement un petit peu plus optimiste, bien évidemment, mais ce n'est pas livré. Et entre-temps, il faut jongler. Voilà, moi, ce que je souhaitais vous dire, il y a aussi une action pour moi qui est forte. On a parlé, le logement, c'est tout, c'est les commerces. On a un gros programme, malheureusement, qu'on n'a pas commencé, mais on va commencer un petit peu avant la fin du mandat. C'est le réaménagement des espaces intermédiaires des HLM du quartier pour faciliter la mobilité, pour faciliter le déplacement et pour redonner aussi aux extérieurs un aspect un peu plus récent. Voilà, ça pour moi, c'est un point important. On s'est doté d'un architecte et qui va nous travailler les mobilités. Voilà. Il y a d'autres actions qui sont engagées, mais voilà pourquoi je suis un petit peu plus optimiste depuis quelque temps. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc en fait, pour résumer, on sait reprendre des bâtiments publics avec les bailleurs sociaux, parce que vous avez cité plusieurs en fait, sur de la réhabilitation, travailler sur les résidences secondaires aussi, puisqu'en fait vous avez mis une taxe, donc des ressources supplémentaires aussi pour la ville, travailler sur le foncier, travailler aussi pour les jeunes, vous l'avez très bien dit, par les FJT, parce que par rapport aux saisonniers, j'imagine que vous avez une demande très importante. Un projet qui me tient à cœur, le bâtiment à Bazaille n'est plus à vendre. Vous savez que la précédente municipalité voulait vendre notre plus beau bâtiment de la Haute-Ville. On va créer 15 logements à destination des jeunes travailleurs dans ce bâtiment-là, dont 5 appartements pour des seniors de la Haute-Ville. Très bien. Donc, on voit vraiment que par rapport aux jeunes qui arrivent sur le territoire et dont les saisonniers, j'insiste sur votre territoire au niveau du littoral, c'est très compliqué, j'imagine, pour loger. Donc, on en parlait du foyer soleil. En fait, c'est tout simplement des gestionnaires qui sont là, type comme le FJT, en fait, tout simplement de Cherbourg, qui puissent animer des logements en fait pour les jeunes. Donc, c'est extrêmement important, parce que faire des logements pour les jeunes sans animation,
c'est pas possible. Et le département de la Manche, j'insiste beaucoup, c'est que travaille beaucoup sur les FJT par rapport aux autres départements en fait, du territoire de la Normandie. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs aspects. Le foncier a été travaillé, les résidences secondaires ont été travaillées, réemploi en fait, des anciens bâtiments publics et un travail partenarial avec tous les bailleurs, puisqu'en fait on va de la réhabilitation à l'accession à la propriété et vers le BRS. Mais je pense que Ralph, ça va se tenir à cœur. On va en parler tout à l'heure aussi du BRS. Peut-être donner la parole à monsieur le maire de Saint-Va, juste par rapport à un retour d'expérience de Granville par rapport à la taxe sur ce que maison secondaire, j'imagine que ça vous parle en fait sur votre commune. Oui, effectivement, ça me parle, puisque le conseil municipal a voté aussi l'adoption de cette majoration de la part communale, donc à hauteur pareille du taux maximum de 60%. Par contre, on a eu une approche, on s'était un peu concerté entre certains maires, notamment avec mon ami David Legoué de Barneville, puisque dans les résidences secondaires, on ne voulait pas mettre un peu tout le monde dans le même panier, considérant qu'on avait au moins deux typologies dans les résidences secondaires. On avait des résidences secondaires, on va dire, spéculatives, hein, des gens qui investissent dans l'immobilier comme ils pourraient investir dans la bourse, cherchant à faire une bonne opération. Et puis, on avait aussi toute une population... alors, est-ce que c'est lié au Covid ou pas? Voilà, peut-être un peu. Mais on voyait des gens qui étaient originaires de Saint-Va et qui étaient partis faire leur vie professionnelle ailleurs et qui, à la retraite, achetaient des biens pour venir passer la retraite. Alors, des fois, évidemment, un peu avant, une dizaine d'années avant, pour avoir le temps d'aménager et de préparer leur retraite. Ou des gens qui héritaient, parce que, voilà, eux-mêmes avaient pu acheter à Saint-Va. Et puis leurs parents décédés, ils se retrouvaient donc avec un bien de famille qu'ils souhaitaient aussi conserver. Et donc on considérait que voilà, mettre des taxes, parce que cette résidence devenait de fait une résidence secondaire, et donc voilà, mettre des taxes pour mettre des taxes sur toute cette population pour laquelle on ne pouvait pas faire de distinguo, ça nous interrogeait un petit peu. Donc on est parti du principe de ne pas le faire a priori, de ne pas le faire par principe, pour dire il y a de l'argent chez la résidence secondaire, on va en prendre pour le besoin de la commune. Nous, on s'est dit que par principe, on devait gérer notre commune sans avoir à faire les poches des autres, forcément. À nous d'adapter notre train de vie à ce que l'on était capable de trouver en ressources en interne. Par contre, effectivement, il nous semblait quand même assez logique, sous une forme de solidarité, de faire appel effectivement à ces potentiels sur les résidences secondaires pour permettre de maintenir une qualité de vie, d'offres de services au sein de la ville, et donc de redévelopper un peu d'habitat pour que les jeunes, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent rester sur le secteur de Saint-Va, y vivre, faire vivre les commerces et les écoles, bien évidemment. On avait constaté, effectivement aussi, ça avait été un signal faible quand même, on a passé il y a 2 ans la barre des 50% de résidences secondaires, on est à 51-52, et donc voilà, tout ça, ça nous a un peu encore encouragé à trouver donc des solutions pour limiter ça, et pour ça, il fallait s'en donner les moyens. Comme je vous l'ai dit, le premier lot, les terrains nous appartenaient, donc il n'y avait pas d'investissement à faire. Les prochains logements sociaux qu'on devra faire, que ce soit avec des bailleurs sociaux ou d'autres, il faudra qu'on acquiert le foncier et qu'on le gère, qu'on le donne aux sociétés HLM ou qu'on le vende à des lotisseurs. Et pour ça, il faut avoir des moyens. Donc, effectivement, là, on fera appel par solidarité aux possesseurs de résidences secondaires. Alors, on n'a pas la taille de Granville, hein, mais je pense que quand même, par an, ça représente quelque chose comme 70 000 à 80 000 euros par an, ce qui est très important pour nous, puisque notre mensualité annuelle d'emprunt doit être autour de 200 000 euros, 150 à 200 000 euros, donc 70 000 euros en plus, vous voyez que ça permet aussi de revoir un peu de revoir les choses. Et puis, on a eu aussi quelques appels mais cette notion de solidarité, en plus, qui sera affectée dans un compte annexe, budget annexe de la commune, où sera centralisée ces opérations de lotissement, aussi bien en dépenses qu'en recettes, avec la recette des résidences secondaires. Ça permet aussi d'avoir une certaine transparence
et d'assurer aux résidences secondaires qu'on ne fait pas ça pour rechanger le mobilier de la mairie ou pour s'amuser à faire des choses qui n'ont pas vraiment de besoin réel pour eux. Voilà, c'est bien dans l'intérêt général et pour le bien collectif qu'on réalise ce type d'opération. Oui, non, c'était pour faire une proposition au maire de Saint-Val-la-Hougue, mais je pense qu'on va continuer par rapport à Barbara, par rapport à Strasbourg. Donc la proposition est la suivante, c'est que quand l'office foncier communautaire va être fait, et il est en train d'être fait, il y a des apports en nature possibles. Donc moi, je propose que ce budget annexe des résidences secondaires de Saint-Va soit versé à l'office foncier communautaire. Ce sera une belle solidarité communautaire. Mais je te laisse réfléchir à la question. Voilà. Tu me rediras comment... Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci Gilbert. Merci beaucoup. Je célébrer un mariage chez moi. Donc... Bon, et c'est pas le mien, pas encore. Mais si vous voulez me marier à Saint-Va, il n'y a pas de problème. Allez, bonne journée à tous. Merci. Donc, non, moi j'aimerais que Barbara prolonge un peu l'introduction de Patricia, à savoir les stratégies des différentes collectivités, mais juste par rapport au témoignage de Granville, de redire quand même que l'année dernière, quand on a fait les assises, il y avait ce titre « Une urgence démocratique et sociale », et il avait déjà présenté un peu ce sujet de Airbnb et de la réglementation des meublés touristiques, le fait de maîtriser les coûts du foncier, etc. Et il y a vraiment des analogies entre ce que vous faites à Granville et ce qu'on essaye de faire à Cherbourg-en-Cotentin. Là, le préfet a donné l'autorisation de pouvoir faire un règlement d'autorisation de changement d'usage pour le Airbnb. Ça prend toujours un peu de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il y a besoin de continuer à convaincre qu'effectivement, réglementer le meublé touristique, ce n'est pas punitif, quoi. Il y a un moment donné, on est clairement dans un registre qui est spéculatif. Et donc, comme il est spéculatif, il faut à tout prix prendre le taureau par les cornes. Bref, je vais laisser Barbara, qui est l'architecte conseil de la ville, Barbara Tesserinck, présenter un peu la stratégie de la collectivité pour pouvoir un peu faire cohabiter planification écologique et puis construction de logements, réhabilitation. Voilà. Merci. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Effectivement, alors je vais parler de la stratégie, ou plutôt d'une des stratégies, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, et que là l'idée c'est plutôt de présenter une façon dont on a eu de travailler au sein de l'atelier public d'urbanisme, puisque donc, au sein de l'APU, on travaille à la fois sur les missions de conseil de suivi de projet, mais aussi sur l'élaboration du PLUI. C'est quand même un sujet qui prend aussi beaucoup de temps, qui occupe beaucoup de temps de réflexion. Et donc avec la mise en place et l'application du ZAN en parallèle de l'élaboration du PLUI, ça a bousculé un peu certaines étapes, ce qui nous a amené à travailler de façon assez rapide, dans l'urgence aussi, sur l'identification des zones d'extension justement pour l'habitat. Donc on s'est saisi aussi de ce travail-là, d'identification de ces zones à urbaniser pour mettre en œuvre aussi la vision politique de la ville de Cherbourg comme cité-jardin, qui est dictée aussi dans la charte, à travers justement une stratégie de développement urbain par l'approche du micro-projet, c'est-à-dire plutôt une approche multisite. Donc il y a eu un premier travail d'identification du foncier en continuité urbaine qui a été mené par la ville, sur la base de 2 critères. Donc, il y avait déjà les zones 2 à urbaniser qui n'étaient pas encore urbanisées à ce jour. Et ensuite, le deuxième critère, bien sûr, c'était la maîtrise foncière. Et donc, sur la base de ce premier travail d'identification de foncier, on a fait des visites, enfin, il y a des visites qui ont été animées interservices, et notamment avec le pôle patrimoine et cadre de vie, pour justement identifier à travers l'étude de la trame éco-paysagère, puisque dans l'atelier public d'urbanisme, il y a aussi une paysagiste conseil, leur tirée, d'identifier justement le foncier, donc parmi ce foncier qui avait été identifié, le foncier qui présentait un intérêt écologique et qu'il s'agirait plutôt de conserver, donc finalement de supprimer des zones à urbaniser, et le rôle de chacun des sites dans justement les continuités écologiques, à la fois les trames vertes, mais aussi les trames bleues. Donc on a mené ce travail plus fin qui nous a finalement amené à préciser le potentiel foncier réel des tènements qu'on avait dans un premier temps identifiés. Et donc sur la base des enjeux écologiques, des continuités qui avaient été donc identifiés, mais surtout partagés. Je pense que c'était important que ça soit un travail aussi qui soit partagé entre les différentes équipes, les différents services.
on a essayé de travailler sur des faisabilités d'aménagement qui proposent aussi de mettre en œuvre la ville de Cherbourg comme cité-jardin, en tout cas telle qu'elle avait été définie aussi communément. Donc on a fait un travail un peu plus fin, un peu plus précis pour chacune de ces zones, avec l'idée de créer aussi des pièces urbaines, parce que là, il s'agit bien d'extension, donc effectivement, il n'y a pas d'enjeu de réhabilitation, on est vraiment sur des terrains aujourd'hui nus. Comment on aménage ces pièces urbaines en interaction aussi avec leur environnement naturel et urbain. Donc on a évoqué l'enjeu des continuités écologiques, mais aussi dans les voies de desserte, comment on arrive à créer des traversées, à créer des perspectives depuis le quartier sur ce nouveau quartier, mais aussi au sein du quartier sur le paysage, parce que finalement, on vient dessiner aussi, on vient redessiner les limites de la ville, donc c'est aussi un enjeu fort sur ces sites-là. Et puis pour ne pas retomber dans ce qu'on a pu voir aussi ces dernières décennies avec ce qu'on appelle des projets en raquettes, mais on est sur des constructions en impasse avec des îlots qui fonctionnent de manière autonome. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait la ville autrement, donc plutôt dans une idée de continuité, avec aussi des enjeux de création d'espaces de stationnement mutualisés pour minimiser au maximum l'impact de la voirie au sein du quartier, et la multiplication de venelles piétonnes qui vont permettre de venir irriguer aussi les logements et de toujours créer cette traversabilité des îlots. Et bien évidemment, au cœur de tout ça, il y avait aussi la question de la typologie des logements. Essayer de proposer autre chose que la maison individuelle pavillonnaire, en travaillant sur différentes typologies, à la fois de l'individuel dense, donc sur du mitoyen, et aussi du logement intermédiaire, mais c'est-à-dire comment offrir réellement la qualité d'un logement individuel dans du petit collectif. Et tout ça, ça nous a amené aussi à travailler finement sur la question des seuils, parce que si on implique une nouvelle densité, ça veut dire comment aussi on arrive à faire à traiter justement ce seuil entre l'espace intime, l'espace semi-collectif, l'espace collectif. Et tout ça, on l'a structuré à partir justement des jardins partagés, qui faisaient partie aussi de l'idée de la ville de Cherbourg comme cité-jardin. Donc comment ces jardins partagés peuvent venir structurer les habitations, et d'autres typologies de jardins plus collectifs, donc qui, eux, ont un rôle à l'échelle du quartier, et qui viennent structurer finalement l'organisation des logements. Donc finalement, on a fait ce travail plus pointu, qui est bien évidemment à approfondir. C'est une première étape. Et c'est la préservation et le confortement des trames écologiques, des trames vertes et bleues, qui ont joué aussi ce rôle structurant dans ces premières propositions d'aménagement, avec, je ne l'ai pas évoqué aussi, mais toute une question sur la gestion des eaux pluviales qui est très importante à Cherbourg. Mais voilà. Et donc l'idée dans l'ensemble de ces secteurs stratégiques, c'est de former une toile, finalement une toile urbaine et paysagère, qui en devenir, qui concentre aussi les enjeux, les ambitions de la ville de Cherbourg comme cité-jardin, et de voir ensuite comment on arrive à essaimer finalement cette dynamique. Et donc là, l'étape suivante, c'est que la ville a lancé récemment une consultation pour sélectionner un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour faire aboutir aussi les réflexions sur la mise en œuvre d'une concession multisite, pour avancer sur la phase opérationnelle sur ces sites-là. Et ensuite, bien sûr, il y a l'atelier public d'urbanisme qui sera là aussi pour co-construire par la suite, quand on sera donc dans une approche plus opérationnelle, les propositions d'aménagement. Merci. Donc on voit bien que la stratégie foncière, c'est l'urgence, évidemment, pour pouvoir amener beaucoup de monde aussi en centre-ville et profiter en fait de tout ça, le bien vivre ensemble. Il ne faut pas l'oublier justement par ces espaces aussi, le bien vieillir aussi ensemble. Donc là, c'est tout un travail qui est fait déjà en fait sur Cherbourg. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire en fait de Valognes, puis je vous parlerai après du vieillissement de la population que vous avez pu faire. Oui, je voulais réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'on voit bien que nous avons tous des stratégies, nous avons tous des projets, des programmes, que ce soit à Granville, que ce soit à Cherbourg, que ce soit chez nous à Valognes. Mais je crois que nous ne réussirons pas ce grand défi de l'habitat sans avoir une politique nationale digne de ce nom pour l'habitat. Alors j'ai entendu dans la déclaration de politique générale le Premier ministre nous dire que ce sujet, il allait le prendre en compte. Mais je crois que nous avons vraiment besoin de l'État dans ce domaine pour nous soutenir, pour nous aider.
Je crois que l'élargissement du prêt à taux zéro, c'est une nécessité absolue si nous voulons que des jeunes puissent construire des logements sur nos territoires. Nous avons aussi besoin, je crois, d'assouplissement de cette loi ZAN. Non pas que je sois contre le ZAN, je ne suis absolument pas contre le zéro artificialisation nette, mais je crois qu'il faudrait que nous, élus locaux, nous ayons plus de liberté, plus d'autonomie pour le mettre en place. Qu'on ne nous impose pas les zones depuis des bureaux parisiens où on nous dit l'endroit où le ZAN doit s'exercer. Les zones humides aussi. Bon, je vois sur la ville de Valognes, si vous prenez Valognes, évidemment, c'est une cuvette. Donc, des zones humides, on en a plein. Et donc, si on veut continuer et pouvoir développer nos communes, il nous faut vraiment de l'autonomie, de la liberté. Et j'avais parlé de beaucoup de décentralisation au début de cette année 2024. Je ne la vois toujours pas venir, cette décentralisation, mais nous en avons réellement besoin. Voilà ce que je voulais dire en réaction à tout ce qui vient d'être annoncé. Ça fait un peu le lien parce que tu parles des politiques nationales en matière de logement et c'est vrai que depuis 7 ans, il y en a une d'ailleurs, la politique nationale du logement depuis 7 ans, c'est que le président Emmanuel Macron a considéré qu'il fallait reprendre toutes les mauvaises recettes de ce qui avait été fait dans les pays d'Europe, c'est-à-dire de libéraliser le secteur et de laisser le marché mener les choses et que ça allait marcher. C'est une catastrophe. La réalité de la politique du logement d'Emmanuel Macron, c'est un échec total. C'est peut-être la politique sectorielle sur laquelle il est le plus en échec et il a vraiment rien compris. Ce qui fait que d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a la possibilité d'avoir un débat contradictoire sur les enjeux de logement, y compris sur le sujet que tu viens de parler, qui est le zéro artificialisation nette. Mais je ne veux pas te répondre sur Lausanne. Je voudrais prolonger ton propos parce que tu parles des collectivités et de l'État. Tu as raison. Mais moi, je crois que c'est le bon moment pour parler de l'agglomération. Parce que l'agglomération, pour le coup, est la politique qui conduit les politiques d'habitat. Et elle nous donne déjà, au niveau des collectivités du Cotentin, un élément, elle est susceptible de créer des effets leviers qui nous permettent aussi de faire face à ce sujet-là. Et ce qu'a dit Jean-Marie Vaugilac sur Granville-Terre-et-Mer le montre. C'est-à-dire qu'il y a bien eu, dans l'agglomération de Granville-Terre-et-Mer, une politique de l'habitat qui s'est déclinée. Or, et je vais laisser la parole à Nordine, pour présenter un peu cette politique de l'habitat et cette politique de la planification, parce qu'on est bien sur une compétence de planification et sur une compétence d'habitat. Parce qu'effectivement, moi je parle de l'office foncier communautaire, je parle de la stratégie foncière, je la connais au niveau de Cherbourg, parce que là, on est en maîtrise d'ouvrage, si on peut dire, c'est-à-dire nous avons l'opportunité de mettre en œuvre une stratégie logement à l'échelle de Cherbourg et d'habitat, ce que Barbara a présenté, et elle a présenté d'une certaine manière ce qu'était la stratégie de la ville de Cherbourg et la manière dont on avançait dans ces questions-là. Mais l'agglomération du Cotentin, elle avance elle aussi. D'ailleurs, nous, collectivités, on fait partie de ce Cotentin et on en est une composante. Mais c'est important quand même que, Nordine, tu nous précises un peu par rapport à cette stratégie du Cotentin, notamment la délibération sur le foncier qui a été présentée il y a quelques jours. Bon, Gilbert Doucet est parti. Il a parlé d'une stratégie foncière de proposer à l'acquisition de ménages des fonciers moins chers. C'est une façon de faire. Mais il y en a aussi une autre qui est d'acquérir des fonciers et que les collectivités publiques aient un potentiel foncier. Pourquoi ? Si vous n'avez pas de potentiel foncier dans la durée, les démarches spéculatives ne peuvent pas simplement être gérées par la bonne volonté des uns et des autres. Le fait de lutter contre la spéculation foncière, c'est d'avoir la maîtrise foncière. Moi, je ne connais pas d'autres façons de faire. Le bail réel solidaire, c'est une politique, mais il y a bien d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où ils géraient un certain nombre de fonciers à travers une maîtrise foncière. J'ai oublié le nom, mais c'est les ancêtres des baux réels solidaires, c'est les Community Land Trust. C'était bien des fonciers qui, à un moment donné, étaient gérés par la communauté, par les communautés. Donc, c'est la porte d'entrée de maîtriser le foncier pour ensuite pouvoir décliner une politique de logement. Mais Nordine, je te laisse présenter la politique de l'agglomération. Merci. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord excuser
Martine Grunewald, vice-présidente, pour résumer, qui s'occupe du logement, mais je l'ai au téléphone, j'ai pris des notes, j'espère être assez fidèle à ce qu'elle m'a dit, puisque je vais parler et de ma délégation et de la sienne. Et donc, comme le disait Ralph, une délibération importante a été votée le 26 septembre. Elle a pour avantage de décrire un cadre qui a fait consensus. Et je vais vous faire un petit résumé de cette délibération. Donc moi, je parle de tout le Cotentin. Pour reprendre une phrase de Patricia tout à l'heure, on va être obligé de travailler ensemble. Mais quand des gens de bonne volonté se rencontrent, on peut avancer. On avance sur certains sujets. Mais avant de commencer, je voudrais dire que par rapport à toutes les contraintes qui se posent sur beaucoup de territoires, le problème pour le Cotentin, c'est qu'avec le développement industriel et les populations qui vont venir, on a un autre facteur qui s'ajoute, c'est celui de la temporalité. C'est-à-dire que nous sommes obligés de trouver des solutions, mais vite. Dans le meilleur des cas, à moyen terme, et à court terme, avec le logement à court terme, c'est presque difficile. Donc la délibération dont parlait Ralph, elle s'est intéressée à la pression foncière dans le contexte actuel du ZAN. Et je voudrais juste dire un mot sur le ZAN, même si les choses se sont passées au moment où Sébastien Fagnon était vice-président. C'est que l'AGLO, à juste titre, avait fait à ce moment-là le choix d'intégrer dans l'écriture du PLU la trajectoire ZAN, ce qui sécurise pour l'avenir, c'est-à-dire que les hectares qui seront donnés en 2026 ne seront pas repris en 2028, comme ça risque de se passer ailleurs. Et donc, compte tenu des besoins, notamment en termes de logement et de développement, de l'offre économique, des enjeux environnementaux, et je me suis renseigné pour ce qui a été dit ce matin, je crois que tous ces problématiques de développement industriel ont été abordées ce matin, donc je ne vais pas faire de redondance. La délibération en question, elle pose le cadre général de la politique foncière communautaire et précise que celle-ci doit pouvoir s'appuyer sur un programme d'action qui lui permet de caractériser les gisements potentiels et cibler les secteurs à enjeu, d'être dans l'anticipation avec une veille foncière et une animation pour avoir des approches amiables d'acquisition, de pouvoir agir rapidement face à des opportunités d'acquisition amiables ou par voie de préemption, et enfin de constituer des réserves foncières dans l'attente de concrétisation d'un projet ou pour faire face aux besoins de compensation ou d'anticipation des conséquences du recul de trait de côte, puisqu'on a certaines communes qui cumulent, entre guillemets, toutes les contraintes, et donc y compris celle du trait de côte. Cette délibération, elle contribue à sécuriser les futures opérations d'aménagement, justifiant le besoin pour l'agglomération de se constituer des réserves foncières. Elle fixe les principes de se doter d'un observatoire du foncier et des outils nécessaires d'intervention, de se constituer des réserves foncières par négociation à l'amiable ou préemption et d'inscrire les besoins financiers restant à définir de cette politique au PPI. En fait, il s'agit dans tout cela d'anticiper pour mieux se doter, dans et pour l'avenir, de moyens fonciers en adéquation avec nos aspirations à tous. En fait, on développe une stratégie et on essaie d'avoir du potentiel foncier. Et la conclusion, ça a été qu'on considérait que cette délibération très importante outille utilement la CAC pour l'avenir. En tout cas, son importance, c'est qu'il y a un cadre qu'il va falloir respecter à l'avenir. Donc voilà pour la fameuse délibération. En ce qui concerne la problématique du logement, donc je passe un peu les chiffres clés, mais qui ont été donnés ce matin sur l'emploi. Et je vais m'attaquer plutôt à la question quelle politique mener pour répondre à une potentielle croissance de la population. En plus des difficultés de prévision, se pose un autre problème dont on a discuté au dernier séminaire. Les chiffres prévisionnels de l'INSEE et du SCOT ne sont pas les mêmes. Donc ça rajoute même si nous on fait plus confiance à ceux de l'INSEE, en tout cas on a travaillé sur ça. Et pour donc répondre à cette question, il est important de rappeler que la création de l'agglomération a été une opportunité pour le territoire de réfléchir collectivement à des sujets qui jusqu'alors pouvaient être traités ou débattus de manière différente d'un territoire à l'autre.
Pour illustrer ce propos, je prendrai l'exemple du programme local de l'habitat, parce que si les questions d'habitat faisaient l'objet d'une première approche concertée autour du SCOT, aucune intercommunalité, à part la communauté urbaine de Cherbourg, je dis bien urbaine parce qu'à l'époque ça existait déjà, aujourd'hui c'est Cherbourg-en-Cotentin, n'était dotée d'un programme local de l'habitat. Et dans ce contexte, l'agglomération s'est dotée en lien avec la révision du SCOT de premiers outils structurants en matière de mobilité, d'habitat et de développement durable, un plan de mobilité qui permet aujourd'hui de disposer d'un réseau de transport en commun sur l'ensemble du Cotentin, confronté aujourd'hui par l'ouverture récente de lignes à haut niveau de service et du développement de solutions intermodales. Un programme local de l'habitat avec un objectif prévisionnel de développement d'un peu plus de 4 600 logements sur 6 ans, soit une moyenne annuelle de 750 logements, et un plan climat, air et énergie territoriale permettant de fixer les grandes orientations en matière de développement durable du territoire. Parce que tous les sujets, en fait, sont liés. En matière de PLH, l'agglo s'attache principalement à fluidifier le parcours résidentiel en développant les différentes catégories d'offres nécessaires pour répondre aux besoins identifiés. À ce titre, on note que l'agglo a notamment mis en place une politique de soutien au logement social qui n'existait pas jusqu'à présent à cette échelle. C'est à peu près 6 millions d'euros d'aide sur 6 ans de production, une garantie de tous les emprunts souscrits par les bailleurs sociaux. Et à titre d'exemple, il y a 3 niveaux d'aide par logement, 7 000 euros, 8 500 et 10 000 selon la typologie et la zone. Et donc, plus largement, une volonté politique en matière de renforcement de l'attractivité du territoire est engagée dans tous les domaines afin de rendre désirable le territoire auprès des investisseurs, même si on a un territoire où, en termes de désirabilité, de toute façon, on a des entreprises, de la population qui arrivent. Autre point qui a été vu, c'est répondre aux besoins spécifiques en logement des salariés en mobilité, logement des jeunes. C'est un axe majeur du PLH qui s'inscrit pleinement dans cette stratégie, qui vise à rapprocher la dynamique de l'emploi et le développement des solutions de logement adaptées. 2 actions sont à mettre en avant. Le développement de solutions d'hébergement spécifiques pour les jeunes, on en a parlé tout à l'heure avec les IFJT qui existaient et ceux qui peuvent venir dans la Hague à Beaumont. La création d'une résidence mobilité indispensable pour permettre de proposer une offre de logement aux salariés en mobilité. Elle est soutenue par Action Logement qui travaille en lien avec les entreprises à répondre aux besoins des salariés. Il y a au moins 2 avantages à de telles résidences. C'est proposer une offre de logement flexible et abordable aux salariés en mobilité. Elle est ouverte sans condition d'âge, ce qui la distingue des résidences spécifiques jeunes, par exemple. Et elle propose enfin une tarification maîtrisée, inférieure aux tarifs proposés par les résidences-services de type appart-hôtel, par exemple. Autre point, c'est le développement d'une politique d'amélioration du parc privé, de reconquête de l'habitat dégradé et très dégradé, qui constitue un potentiel d'offres à reconquérir. Et on a des endroits où vraiment c'est très délabré. Le déploiement d'une politique de soutien à la rénovation et l'amélioration du parc privé, qui permet de renforcer l'effet levier attendu, les aides complémentaires à l'ensemble des aides existantes, et le développement prochain d'une OPAH de renouvellement urbain sur le centre ancien de Cherbourg, qui visera en priorité de s'attaquer au phénomène d'habitat indigne présent sur certains secteurs du centre-ville de Cherbourg. Donc voilà comment on pense anticiper. Puis je terminerai en parlant de 2 points. En matière de santé et d'accès aux soins, l'agglomération a engagé depuis de nombreuses années une politique d'attractivité couplée à un accompagnement au développement et à la structuration du pôle de santé. Il y a une délibération que tu as présentée, mais je ne me rappelle quand, sur la santé, en collaboration, au mois de mars, en collaboration avec un travail en commun avec Jacques Coquelin. Et enfin, en matière d'accès aux services publics, les maisons du Cotentin et les maisons France Service constituent des lieux de proximité qui doivent faciliter l'accès aux services. Évidemment, ça ne fait que pallier un peu le désengagement de l'État, mais par rapport aux citoyens, au moins on le rapproche un peu. Et enfin, le déploiement d'un guichet unique Je Rénove en Cotentin qui facilite le passage à l'acte de tous les habitants du Cotentin et qui a été revu dernièrement. Donc voilà, en gros, un peu ce qui se fait. Voilà, un panorama général de la situation. Merci beaucoup. Donc là, c'est des outils de la planification urbaine en fait, qui ont été mis en place et qui ont été en amont, en fait, qui ont anticipé finalement dans le PLH le nombre de logements sur le parc privé ou par le parc social, puisqu'il faut s'occuper de toute la population, que ce soit les jeunes
aux moins jeunes. Donc on parle du parc privé, on parle des propriétaires privés et on parle du parc social. Donc là, pas mal de choses. Je vais faire intervenir monsieur le maire de Valognes qui voulait intervenir. Juste, on n'a pas parlé aussi du plan de déplacement du Cotentin qui a été fait aussi par le Cotentin. Je me permets, parce que c'est extrêmement important par rapport au lien emploi-logement. Là, on voit que depuis quelques années, il y a pas mal de travaux, mais on sait que beaucoup de personnes utilisent maintenant les transports, qui viennent même des Pieux, qui viennent de partout. Et on voit bien que ce plan, en fait, était nécessaire en fait, pour le Cotentin, pour aussi diminuer notre empreinte carbone. Je pense que tout le monde y est parti là-dessus, donc c'est plutôt très positif. Je vous laisse la parole. Oui, c'est effectivement sur ce sujet que je voulais moi-même intervenir. Parce que qu'est-ce qui rend un territoire attractif? Enfin, quand on questionne les jeunes, voulez-vous vous installer voilà, pour fonder une famille, etc. Il faut bien évidemment un territoire où il y a du travail, il faut des terrains qui ne soient pas trop chers, et il faut des équipements sur l'ensemble du territoire, équipements scolaires, équipements ludiques, équipements sportifs, etc., culturels et autres. Et je crois qu'il y a de nombreuses politiques de notre territoire, du Cotentin, qui vont dans ce sens, et y compris la mobilité, que vous venez de citer. Je crois par exemple que le train 1 euro entre Valognes et Cherbourg, ça permet aux Valogniers de venir travailler sur Cherbourg et réciproquement. Les lignes de bus que nous avons mises en place contribuent aussi à cela. Pour aller travailler au Maître Laitier du Cotentin ou ailleurs, il y a les lignes qui sont maintenant en place. Donc c'est de nombreuses politiques de l'agglomération du Cotentin qui convergent et qui permettent, je crois, de faire en sorte que notre territoire est attractif. Je parlais de l'emploi, évidemment, le travail qui est fait et qui est sous l'œil attentif de Benoît Rivet en termes économiques sur le territoire du Cotentin fait que nous avons aujourd'hui un taux de chômage qui est voilà, très, très bas. Et puis, l'ensemble des politiques que nous menons avec les fonds de concours. Les fonds de concours, nous sommes une des rares collectivités, une des rares communautés d'agglomération à verser des fonds de concours aux communes, et ce qui leur permet de faire des investissements en termes d'équipement sur leur commune et de rendre le territoire agréable et attractif. Voilà ce que je voulais quand même en réaction et en complément de ce que vient de dire notre collègue. Merci. Juste, on voit bien dans cette table ronde, et ce qu'on a vu ce matin, c'est la coordination des acteurs, puisqu'on a vu les promoteurs, les bailleurs, en fait, la Fédé, que tout le monde est autour de la table. J'ai l'impression qu'on est tous partis. Donc là, comme disait François aussi ce matin, c'est qu'il faut pas qu'il y ait des ruptures. C'est ce qui est un peu plus compliqué à repartir. Mais on voit bien qu'on est tous prêts. La planification urbaine qui est mise en place va nous donner les moyens de le faire, en travaillant sur la décarbonation aussi. Et puis maintenant, on va peut-être répondre aussi aux besoins des habitants, puisqu'on s'aperçoit que c'est de plus jeunes aux plus anciens. Je pense que Ralph avait quelques idées aussi pour accompagner sur l'accession sociale à la propriété. Mais je voulais juste revenir sur le béguinage, que j'ai quand même quelques questions. Je voulais juste, où est parti ce projet, qui l'a monté, qui gère en fait ce projet, comment ça se passe en fait. J'ai pas mal de questions, si vous pouvez me répondre. On a parlé beaucoup du béguinage hier au réseau Ouest Normandie. Et M. Robet, qui est à l'origine de ce béguinage, serait beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais moi, je fais en sorte d'être facilitateur. En fait, j'ai dit que c'était la rencontre entre une opportunité foncière et un projet de vie pour des personnes vieillissantes. L'opportunité foncière, nous l'avions, puisque sur Valognes, on a un patrimoine architectural important et on a des hôtels particuliers, dont un hôtel particulier qui s'appelle Sivard de Beaulieu, qui était en décrépitude voilà, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Et puis, M. Robet, qui avait ce projet de béguinage. Alors, le béguinage, c'est un projet de vie. Hein. Le béguinage, c'est les habitants sont tous locataires. Et ils sont tous solidaires les uns des autres. C'est ça l'idée du béguinage, c'est qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas dans un établissement
médicalisés, ils sont chez eux, ce sont des locataires, ils ont un bail comme tous les locataires, et par contre, ils s'engagent à porter une attention plus particulière sur leurs voisins, sur les personnes qui vivent avec eux. Et donc, dans ce bâtiment, ce beau bâtiment d'Hôtel Sivard de Beaulieu, qui est très bien placé sur Valognes puisqu'il est à côté de la gare et à proximité du cœur de ville, eh bien, il y avait cette possibilité d'accueillir de nouveaux habitants vieillissants. Voilà. Je pense qu'on doit avoir une trentaine d'habitants. Hein. C'est une façon nouvelle de finir, enfin, pas de finir sa vie, parce que malheureusement, je pense que certains iront en EHPAD, parce que quand ils ne pourront plus et n'auront plus d'autonomie. Mais c'est quand même pour reculer le moment où on va dans ces établissements. Je crois qu'il faut maintenant, il faut trouver des solutions originales. Et ça en fait partie de ces solutions originales, même si, encore une fois, c'est pas béguinage, c'est pas nouveau. Hein, c'est même très ancien dans l'Est de l'Europe. Et donc, je crois qu'on peut l'adapter, le développer sur nos territoires. Je crois qu'on aurait intérêt pour les personnes vieillissantes et qui aiment ce système. Et par contre, il faut que nous, les collectivités, permettez-moi de le dire, il faut qu'on soit facilitateur à la fois pour que la construction puisse se faire, enfin, ou la réhabilitation de logements puisse se faire, et puis aussi facilitateur pour qu'ils puissent avoir une vie sociale avec des associations, des équipements qui leur soient ouverts et qui puissent donc avoir accès à la culture, au sport, etc. Donc ça, c'est notre rôle d'élus, d'être facilitateur dans ce domaine. Avant de vous passer la parole, c'est un investisseur privé, en fait, c'est un... D'accord. Il y a une foncière, il y a une société foncière qui a fait l'investissement et il y a une association, c'est une association type loi de 1901, qui s'appelle le Béguinage Solidaire, Association Béguinage Solidaire, qui a porté le projet de béguinage. Voilà, c'est deux choses totalement distinctes. Il va y en avoir 8 dans le département. Et juste là, comme c'est des belles bâtisses qui sont sur Valognes, au niveau de... pour accéder, en fait, est-ce que c'est des escaliers? Est-ce que c'est des ascenseurs? Enfin, c'est vraiment des choses... Évidemment, il faut que les locaux soient adaptés aux personnes qui sont vieillissantes. Donc, il faut évidemment des ascenseurs. Par exemple, le grand bâtiment qui est un ancien hôtel particulier, il a fallu l'adapter. Mais si vous voulez visiter, il n'y a aucun problème. Hein, je peux vous organiser la visite. Et puis il y a d'autres logements dans le parc, des logements qui sont de plein pied. Ce sont des T2 ou T3, parce que là, c'est ce qui est demandé. Il y a très peu de demandes sur des studios ou T1. Donc, on n'a que des T2 et T3, et ceux-là sont tout à fait accessibles. Bien évidemment, on a adapté le bâtiment à la situation des personnes qui y vivent. Donc, pas de plafond de loyer, par contre, pour ces personnes vieillissantes chez vous, en fait. Je laisse la parole. Merci. Moi, c'est juste une phrase pour reprendre un peu ce que disait le maire de Valognes. C'est vrai que les jeunes couples qui arrivent avec des enfants, en fait, c'est quasiment un pack qu'il faut. Parce qu'en fait, il y a le travail, il y a le logement, mais à côté de ça, s'il y a des enfants, c'est comment occuper les enfants. Est-ce qu'il y a des structures, de loisirs, de tout? C'est vraiment un truc complet. Et pour terminer, je dirais que c'est une forme de béguinage. C'est comment avoir le béguin pour le Nord-Cotentin. Concernant la diversité de l'offre, en fait, l'idée, c'est de pouvoir répondre à tous les ménages, travailler aussi évidemment sur la qualité de vie, en fait, et travailler sur des stratégies pour intégrer l'environnement environnemental. C'est pas simple, en fait. Hein. On nous demande de faire beaucoup de choses. Vous parliez tout à l'heure du ministre du Logement. Moi, je me félicite qu'on ait une ministre du Logement, parce que déjà, oui, c'est déjà pas mal. Donc, on espère beaucoup qu'il est vraiment très attaché au logement social. Donc, j'espère qu'il va pouvoir nous accompagner pour qu'on puisse
parce qu'on arrive dans un moment qui est très complexe avec une réglementation de loi climat-résilience, enfin, tout ce qu'on nous demande, et ce qui est tout à fait logique, mais ça va falloir qu'il va manquer de financement. J'en profite, puisque monsieur le sénateur est là, en fait, au niveau des financements, c'est juste, on a des... Non, mais c'est pas pour toi, en fait, mais dire qu'il y avait des financements, il y a des gels, en fait, sur la rénovation énergétique, c'est pas anodin. Et en fait, c'est vrai qu'on nous demande de faire beaucoup de choses, que ce soit parc social, parc privé, enfin qu'importe. Hein, je pense qu'on en est tous là, et que ce soit aussi les villes et les élus. Vous disiez très bien tout à l'heure, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble très intelligemment pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, donc en mesure conservatoire concernant la rénovation énergétique qui est très prévue pour 1,2 milliard. Donc voilà, je lance le sujet bien évidemment puisque tu es là aujourd'hui. Un petit peu d'aide en fait, mais je sais que c'est extrêmement difficile pour tout le monde à ce jour, quoi. Ralph, peut-être intervenir sur la diversité de l'offre. Est-ce que le BRS, tu souhaitais en parler? Oui, y aura-t-il du BRS à Noël, quoi? C'est ça la question, quoi. Mais je crois que j'ai déjà dit ça l'année dernière. Y aura-t-il du BRS à Noël? Donc, voilà, y aura-t-il un office? La réponse est oui. Ça a été dit à de multiples reprises. Donc, bon, le bail réel solidaire, quelque part, c'est à quel endroit on va faire du bail réel solidaire et à quelle vitesse l'office foncier communautaire va être constitué. C'est pas du tout pour être polémique le samedi après-midi, c'est pas mon genre, mais quoique. Mais ce matin, on parlait des nouveaux métiers en lien avec la réhabilitation, et c'était M. Duval qui évoquait au niveau du bâtiment la façon de s'adapter au cahier des charges, etc. Puis le besoin de formation. Et voilà, les collectivités territoriales, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Quand il y a des nouvelles politiques publiques, il faut du temps. Et c'est pour ça que tout ce qu'a dit Noureddine tout à l'heure, la question, elle est posée, effectivement, de la capacité d'une collectivité à mener des politiques de planification, à mener des politiques de l'habitat. C'est les questions d'ingénierie de personnes pour pouvoir mener ces politiques qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et Sébastien Fagnan, sénateur, en parle souvent, c'est-à-dire que les petites collectivités, et c'est pour ça que la critique du zéro artificialisation nette de Jacques Coquelin, je ne suis pas d'accord avec sa critique, mais par contre, il n'est pas faux que des collectivités qui n'ont pas des moyens d'ingénierie pour pouvoir mener de la conception, d'avoir des moyens de serveurs, ce qu'on appelle le SIG, c'est-à-dire d'avoir des cartographies, d'avoir tout un tas de personnes autour d'eux pour pouvoir planifier, travailler, elles se retrouvent face à des situations qui sont impossibles. Donc il est tout à fait paradoxal que l'État demande de mettre en place une trajectoire de zéro artificialisation nette, mais que derrière, il n'y ait pas des moyens déconcentrés dédiés pour que les maires puissent avoir de l'aide pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Donc là, il y a une contradiction. Mais le bail réel solidaire dont je parlais, il y a effectivement je le dis très simplement, il y a une résistance de la part des collectivités à mettre en place des nouvelles politiques publiques. C'est pareil pour le fait de réglementer le meublé touristique. C'est-à-dire, l'idée, elle est considérée comme bonne, mais ça demande à mobiliser des moyens nouveaux, ça demande des façons nouvelles de travailler. Donc, il y a clairement, ça devrait aller plus vite, et ça ne va pas suffisamment vite. Donc là, on est vraiment dans une problématique de structure, de collectifs humains, de professionnels qui doivent, à un moment donné, mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler. Et ça a été pareil sur l'atelier d'urbanisme. C'est-à-dire que l'atelier d'urbanisme, ça fait 10 ans que dans la ville de Cherbourg, il y a une proposition de mettre en place un atelier d'urbanisme. Moi, je buvais du petit lait tout à l'heure quand j'écoutais ce que disait Barbara Tesserink, parce que c'était remarquable. C'est-à-dire que, franchement, c'était peut-être un peu technique, mais la façon dont elle a présenté ce qu'on pouvait faire en secteur d'extension urbaine pour tenir compte des trames vertes et bleues, de se positionner sur les structures éco-paysagères, mais de faire de la diversification de typologie et de s'inscrire dans une démarche de cité-jardin, qui a un imaginaire populaire, je le rappelle quand même. C'est-à-dire que la cité-jardin, c'est un peu l'antidote de l'écoquartier, parce qu'un écoquartier, c'est bien, mais un écoquartier, c'est un peu une formule comme ça, un peu générique,
que les promoteurs, d'ailleurs, parfois, je ne critique pas les promoteurs de manière générique pour le coup, mais nous, on sait qu'à Cherbourg, il y a des promoteurs qui se sont positionnés pour faire un écoquartier dans un secteur de Cherbourg, je ne dirais pas lequel cet après-midi. Que ce soit Sébastien il y a 2 ou 3 ans ou moi depuis 2 ou 3 ans, on a reçu les locataires de ce soi-disant écoquartier et on n'a pas purgé pour le coup, non pas le permis de construire, mais leur mécontentement par rapport à la différence entre l'écoquartier qui est annoncé et ce qui a été construit en réalité. Et donc quand Barbara Tesserin, avec l'atelier d'urbanisme, parle d'une cité-jardin et d'une manière de travailler en amont les projets, c'est vachement important de se dire qu'il y a ce travail projet avec des professionnels qui ils expriment une ambition, une orientation, et ça c'est important. Après, elle l'a dit en extension urbaine, mais ensuite il y a aussi les secteurs de requalification. Par exemple, Nordine, le boulevard Amiral Lemonnier, c'est-à-dire l'AFPA, les Terrains Simon, qui était une entreprise qui maintenant va aller s'installer aux Fourches pour faire du logement, les abattoirs, etc. Tout ce secteur-là, c'est un secteur de requalification urbaine, de reconquête de friches commerciales pour faire toute la diversification dont Patricia parlait, c'est-à-dire du bail réel solidaire, pourquoi pas du béguinage solidaire, les médecins qui veulent se regrouper, les médecins juniors qui ont besoin d'un logement. Typiquement, on a là un grand secteur de requalification pour pouvoir construire la ville de demain et que tout le monde s'y retrouve. Il faut que l'agglomération et la ville soit dans un rapport de réciprocité, de coordination et de cohérence. C'est-à-dire qu'il faut une maîtrise publique foncière par rapport à ce secteur-là. On a commencé à le faire, ville et agglo, mais il faut continuer. Et là, c'est un enjeu, pour le coup, de cohérence des politiques publiques. La délibération que tu as présentée, elle doit se traduire par des préemptions foncières pour qu'effectivement, eh bien, le centre de Cherbourg-en-Cotentin, qui a commencé à s'élargir vers la ZAC des Bassins, vers le secteur de la gare, eh bien, s'élargisse aussi vers ce secteur du boulevard de l'Est, qui effectivement n'est pas forcément le modèle auquel on rêve pour les prochaines années en matière d'aménagement d'une ville. Donc là, il y a clairement un secteur avec un enjeu fort de requalification de friches. Et le troisième point où on doit faire de la diversification et travailler avec les habitants, c'est les quartiers de renouvellement urbain. Je ne vais pas parler de Charcos-Panel parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais parler des Églantines. Il y a 400 logements aux Églantines. Eh bien, aux Églantines, typiquement, on doit pouvoir déployer tout ce qui est proposé, tout ce qui est possible aujourd'hui en matière d'habiter différemment. Du bail réel solidaire, en effet, mais aussi de l'habitat participatif. C'est le rôle des collectivités territoriales de faire des appels à manifestation d'intérêt pour que des habitants se regroupent et se disent « Tiens, ça nous intéresse de venir, par rapport à notre logement tel qu'il existe déjà, de peut-être être dans une coopérative pour venir, à un moment donné, s'installer dans ce quartier qui va peut-être réhabiliter des logements, en démolir d'autres, en construire de nouveaux. » Et moi, il y a aussi quelque chose auquel je tiens, ça s'appelle SCI-APP, Société coopérative immobilière d'accession progressive à la propriété. C'est pour les locataires des logements sociaux qui sont en PLUS ou en PLAI. C'est de l'acquisition sur la très longue durée à la propriété. Et ça permet à des gens qui sont dans leur logement depuis très longtemps, à un moment donné, d'en devenir propriétaires. Des personnes qui sont en train de vieillir, elles vont d'autant mieux vouloir vieillir dans leur quartier, des Églantines en l'occurrence, qu'effectivement, il y aura tout un tas de propositions qui seront faites. Pour le moment, les Églantines, il y a une école qui a été refaite. Gilbert Le Poitvin n'est peut-être pas là cet après-midi, mais... pardon, Gilbert. Donc, il y a une école qui a été refaite aux Églantines, et c'est passé de 90 élèves à 120, donc cette partie-là, elle a été réussie. Il y a un bus qui vient de manière plus fréquente, c'est le bus Nouvelle Génération, c'est une des lignes BNG qui viennent jusqu'aux Églantines. Eh bien, les espaces publics doivent être requalifiés, le bâtiment, les bâtis doivent être repris, ça doit typiquement être un quartier d'ordre, enfin, c'est un quartier expérimental dans lequel il faut déployer toutes les nouvelles façons d'habiter aujourd'hui. Et puis, bien sûr, qu'il y ait des balcons pour ceux à qui on va les retirer. Mais ça, vous connaissez l'histoire, c'est devenu la querelle cherbourgeoise. Mais en attendant, ce n'est pas une querelle, c'est une ambition. On ne peut pas, dans ce quartier-là, commencer ce projet de rénovation globale du quartier en retirant des balcons à des gens et en leur disant « Non, non, vous récupérerez des extérieurs dans 10 ans si la conjoncture est bonne ». Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable.
Voilà, donc on voit bien que toutes ces politiques publiques, quand on essaye de les aligner, de les additionner et de les rendre cohérentes, ça demande d'avoir des espaces de discussion, des espaces de mise en commun. Et ces assises, elles ont un peu ce rôle. Il y aura des 3e assises du logement au mois de septembre 2024, même si on est à 6 mois des élections 2025, même si on est à 5 ou 6 mois des élections municipales. Il y aura des élections municipales, d'une certaine manière. Jean-Marie Vaugilac, et je ne le trahirai pas, il ne se représentera peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est de présenter ce qu'une majorité municipale à Granville a pu faire en matière de logement. Et il a pris du temps et il a eu raison parce que c'est quand même une ambition qui a été portée et mise en place. Jacques Coquelin, il n'est pas du même parti politique que moi, vous le savez bien, mais il a fait un FJT, enfin il est en train de le faire. Le béguinage solidaire, c'est une bonne intuition. De cet élargi à l'ouest, bon, bah, il y a une piscine, il y a une nouvelle école. Enfin, voilà, le débat, il doit pouvoir se mener dans ces termes-là. Et quand il y a des obstacles, on doit pouvoir les identifier et on regarde les contradictions. Moi, j'ai bien écouté ce qu'a dit François Duval ce matin en tant que président de la Fédération française du bâtiment. Je ne partage pas tous vos propos, mais d'une certaine manière, vous avez bien explicité le risque majeur qui peut exister dans la filière du bâtiment, c'est la rupture de charge, la perte de compétences, enfin tout ce que connaissent bien effectivement les entreprises quand elles sont dans un savoir-faire, dans un secteur où le savoir-faire doit être transmis, doit pouvoir évoluer. Il me semble que l'agglomération du Cotentin, comme la ville de Cherbourg ou d'autres collectivités, ont un rôle à jouer pour effectivement être là en capacité à porter des projets et que vous ayez une visibilité. Mais de votre côté, effectivement, il faut aussi qu'il y ait une acculturation par rapport à la charte que Barbara a présentée, parce que, et ce n'est pas polémique non plus, je le redis, il y a eu 1100 logements qui ont été autorisés à Cherbourg-en-Cotentin depuis 2020, et là où ça bloque, c'est toujours des raisons... Alors, ça peut bloquer sur 1 ou 2 projets par mésentente sur l'analyse de ce qu'est la charte, mais on peut expliquer concrètement pourquoi, dans les projets qui bloquent, il y a des raisons objectives. Il y a un certain nombre d'acteurs qui continuent à considérer qu'on peut faire du logement comme il y a 40 ans, c'est-à-dire des routes, des voiries sur des parcelles, quel que soit le lieu où sont les parcelles, donc c'est-à-dire des nappes de bitume pour faire du parking, très peu d'espace public et des logements sans aucune prise en compte de ce que le Covid nous a raconté, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, on a besoin d'avoir des extérieurs aujourd'hui et qu'avec le réchauffement climatique, même à Cherbourg où on va être épargné, d'avoir des îlots de fraîcheur l'été, c'est quand même pas négligeable, quoi. Donc voilà, j'ai été trop long, mais j'avais... Oui, je ne voudrais pas engager un long débat avec mon ami Ralph Le Jamtel, mais permettez-moi de revenir. On l'a déjà fait, ça. Permettez-moi de revenir quand même sur le ZAN. C'est vrai que je crois que c'est plus facile d'être favorable au ZAN, même si j'ai dit que je n'étais pas contre le ZAN. Hein. Je dis simplement qu'il faut l'assouplir et l'adapter. Et l'adapter en fonction du territoire. C'est plus facile d'être pro-ZAN quand on habite Cherbourg que quand on habite une petite commune rurale, parce que Ralph vient d'énumérer un certain nombre de projets qui sont très intéressants sur le Cherbourgeois, et je m'en réjouis. Mais il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que dans des communes rurales, nous ne pourrons plus rien faire. C'est-à-dire pas un seul permis de construire. Rien. Zéro. Donc, si on voulait tuer le monde rural, on ne s'y prendrait pas d'une autre manière. Donc, je ne dis pas qu'il faille pas protéger nos zones naturelles, mais je pense quand même qu'il faut les adapter en fonction des territoires. Vous avez des petites communes où il y a besoin de développement aussi. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin aussi de se développer. Alors, pas d'une façon comme on faisait il y a 40 ans avec des maisons avec 2000 mètres carrés de terrain. Voilà, c'est beaucoup plus petit aujourd'hui. Quand on fait 500 ou 600 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. Voilà, mais il faut vraiment réduire, ça je vous l'accorde, mais on ne peut quand même pas aujourd'hui dire que dans des communes, il n'y aura plus une seule habitation de construite. Voilà, c'est mon avis. On a bien compris, on a des élus très engagés. Voilà, Sébastien voulait juste prendre la parole, je me permets. Je ne veux pas m'immiscer dans la controverse policée entre Jacques et Ralph, mais rappelez quand même que gaullistes et communistes ont su s'unir parfois dans les moments de crise, donc on ne désespère pas que vous puissiez
cheminer ensemble sur ce sujet, ce qui est déjà le cas en plus dans l'agglomération du Cotentin. Le hasard fait bien les choses, hein, puisque le groupe de suivi sur la mise en œuvre du ZAN au Sénat rendra ses conclusions, en tout cas son rapport d'étape mardi prochain, et nous débattrons des propositions mercredi en commission. Donc j'enverrai en exclusivité le rapport à Ralph et à Jacques. J'ai pu en prendre connaissance, mais il m'est interdit de pouvoir en discuter. Donc, puisque nous devons conserver le sceau du secret jusqu'à au moins mardi. Toujours est-il évoquer une simple chose qui, elle, a été débattue et adoptée dans le projet de loi de simplification avant la dissolution de l'Assemblée nationale, et qui portait justement sur cette différenciation et cette territorialisation nécessaire du zéro artificialisation nette. Dans le cadre de ce projet de loi de simplification, nous avons fait adopter un amendement transpartisan excluant du décompte foncier les PNE, les projets d'envergure nationale et européenne, afin de ne pas entraver la réindustrialisation nécessaire du pays. Et tous les projets de logement afférents à ces grands projets industriels n'étaient plus pris en compte dans l'enveloppe locale, mais à l'échelle régionale, qui permettait d'avoir une solidarité infrarégionale tout en respectant des objectifs de sobriété foncière. Puisque, nous le savons, évidemment, il y a des disparités fortes à l'échelle du pays sur le dynamisme économique. Le Cotentin en a un bel exemple, on l'a abondamment évoqué ce matin. Donc ça permet justement de rejoindre les prérogatives que vous évoquiez l'un et l'autre. On en rediscutera lorsque tout ça sera rendu public. La principale difficulté, c'est que l'on a aujourd'hui un objectif qui est purement arithmétique, sans que l'État n'ait plus la moindre vision de l'aménagement du territoire national. Et c'est comme si nous disions aux élus locaux, je prends souvent cette image, mais elle est très parlante, il vous faut gravir l'Everest, vous serez muni d'une simple paire de moufles. C'est-à-dire que nous avons plus d'outils fiscaux, financiers, mais aussi des services déconcentrés de l'État, Ralph l'évoquait tout à l'heure, qui permettent de relever ce défi du zéro artificialisation nette, alors qu'il y a mille et une manières de pouvoir y répondre, tout en gardant à l'esprit que cette sobriété foncière est aujourd'hui indispensable. Barbara Tesserac l'a évoqué tout à l'heure, il ne faut pas opposer les modes de construction entre eux, dire que la maison individuelle c'est terminé et que tout le monde vivra dans des programmes collectifs, parce que si on veut continuer à rompre le contrat social qui a déjà été bien entamé, eh bien il faut aller dans ce sens, mais plutôt dire que la maison individuelle ne se résume pas au pavillon tel que nous l'avons connu sur les 30 ou 40 dernières années. Il y a mille et une façons de faire de l'individuel et de l'individuel dense. Donc plutôt s'inspirer de ce que font les professionnels et donner aux élus les moyens de pouvoir y parvenir dans leur projet de territoire. Mais ça passe là par une ingénierie à la fois dans les EPCI, mais aussi dans les services déconcentrés de l'État, pour accompagner justement, Jacques, les communes rurales qui n'ont pas cette ingénierie, que les intercommunalités ne pourront pas supporter seules, pour qu'ils puissent faire des programmes qui soient plus denses que nous avons pu le connaître par le passé, en tout cas dans une période contemporaine. Barbara. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Le Jamtel tout à l'heure. Effectivement, tout à l'heure, j'ai commencé en présentant la stratégie en disant que c'était une des stratégies qu'on travaille au sein de l'atelier public d'urbanisme. Et bien évidemment, je porte la conviction que la ville de demain, elle est avant tout en renouvellement urbain. Et on l'a évoqué ce matin sur les enjeux de la réhabilitation. Et je voulais juste rajouter un dernier point, un outil qui est assez important aussi, dont les villes doivent se saisir, et elles se saisissent, c'est les OAP. Pour cadrer les futurs projets d'aménagement, à la fois dans le foncier qui n'est pas encore construit, mais aussi dans le renouvellement urbain, et dans également le foncier qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut préciser dans les OAP, et également réaliser des OAP thématiques. Donc ça, c'est vraiment des outils de maîtrise du projet urbain qui sont essentiels aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on va arriver à la fin de cette table ronde. Je vais remercier chacun d'entre vous pour vos interventions. Peut-être faire une petite conclusion, de se dire qu'après tout ce qu'on a entendu ce matin, il va falloir qu'on s'appuie sur les acteurs locaux ou autres pour développer une nouvelle forme d'habitat sur les territoires. On l'a bien entendu. Le pavillon, il en faut, mais pas comme on connaissait avant. Monsieur de Monteclerc en a parlé ce matin. C'est que même les personnes de moins de 40 ans sont bien parties dans une idée. Ils ne veulent pas non plus passer leur week-end à prendre la tondeuse et travailler non plus comme faisaient les anciennes générations. Ça peut faire rigoler, mais on l'entend souvent. Développer les outils permettant la maîtrise de la spéculation foncière, et vous l'avez très bien dit, et vous êtes beaucoup à l'avoir fait en fait sur vos territoires. Coordonner l'action publique et privée en matière de logement pour développer rapidement une offre de logements nouveaux, on l'a bien dit ce matin.
et surtout développer les synergies entre acteurs locaux et acteurs du logement. On l'a vu pendant toute cette journée, ça fait plaisir à entendre vraiment sur Cherbourg que tout le monde puisse travailler ensemble. Donc un grand merci à tous et oui, peut-être encore une... Il y a certains logements qui ont besoin de rénovation et c'est vrai que la construction de l'info, mais il y a des logements aussi vacants dans les parcs sociaux. Donc pourquoi pas remettre en état ces appartements et puis les louer, mais pas oublier les gens qui vivent déjà dans ces immeubles. Ils ont besoin d'une bonne rénovation aussi. Alors, pour répondre à votre question, et je pense que ce sera peut-être le dernier, mais la rénovation et les logements et les habitants ne sont pas oubliés. Nous avons une obligation sur la climat et résilience de réhabiliter et rénover les logements. Même s'il n'y avait pas eu l'obligation, l'idée, c'est de travailler aussi sur le pouvoir d'achat de nos locataires. Je le dis, et vous le savez, hein, qu'on y travaille tous pour ceux qui sont dans les conseils d'administration. Donc, en fait, il y a beaucoup de rénovations. Et c'est pour ça que j'interpellais monsieur le sénateur tout à l'heure sur les fonds. Voilà. Mais en fait, oui, il y a... Voilà, mais sur la reine, c'est pour ça qu'on demandait tout à l'heure des fonds, puisqu'il va falloir rénover tous les logements. Et quand on parle de zéro artificialisation nette, c'est vraiment retravailler sur le bâti existant. On ne pourra pas s'étaler. Donc non, ce n'est pas oublié. Et je pense que tous les bailleurs sociaux sont en train de travailler là-dessus, sur la réhabilitation de leur parc. Donc pas d'oubli. Et l'important, c'est de bien vivre dans les logements et sur nos territoires. Merci à tous pour votre présence et on vous souhaite un bon week-end. Plus petit week-end en fait. Au revoir.